ni l'un ni l'autre être favorable au choix du gouvernement actuel. Quel est votre principal point de divergence sur le sujet? Il y a plusieurs points de divergence, mais notamment la déstructuration annoncée de la filière nucléaire. Moi je dis, bon, baisser le plafond aussi, le seuil pour l'impôt sur la fortune. Je dis attention au départ de capitaux, parce qu'il faut quand même des capitaux pour que les gens puissent investir. Et puis il y a un point qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que le président Hollande parle de croissance, et c'est bien normal qu'il parle de croissance en attendant les législatives, pour faire un petit peu oublier l'idée qu'il va falloir gérer très sérieusement, le mot rigueur faisant peur, mais freiner la dépense publique, augmenter les impôts, ça va être compliqué parce que ceux qui payent des impôts sont déjà quand même pas mal au taquet, mis à part une enveloppe de, là on peut dire, de riches ou très très riches, qu'il va peut-être pouvoir encore, je dirais, aborder. Mais c'est d'un point de vue politique, je me dis comment M. Hollande va relancer la croissance avec au Sénat un parti socialiste qui n'a la majorité qu'avec un groupe écologiste qui est plutôt pour la décroissance. Et c'est pas dit aujourd'hui qu'il ait la majorité à l'Assemblée tout seul, c'est-à-dire sans les partis écologistes et sans le parti Front de Gauche, où le parti Front de Gauche est aussi pour alors il n'est pas pour la décroissance, le parti Front de Gauche, mais pour les 32 heures, si j'ai bien entendu. Et alors si l'UMP a la majorité? Alors si l'UMP a la majorité, moi je pense qu'il faut résolument libérer toutes les énergies qui peuvent contribuer à créer du travail. Il y a un certain nombre de points. Il faut aussi faire passer, faut faciliter la vie de tous ceux qui entreprennent. Il faut faire passer l'administration d'une logique de contrainte à une logique d'accompagnement. Faut faire plutôt que de faire attendre un chef d'entreprise pendant 2 ou 3 ans, le temps que son dossier soit au point, il faudrait mieux lui dire « Ok, vous commencez à travailler, on vous fait confiance, mais on vous accompagne, on vous contrôle, et dans 3, 4, 5 ans, votre entreprise sera complètement aux normes. Pendant ce temps-là, vous avez des gens qui travaillent. » Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui attendent des emplois parce que justement, on veut que... Vous axez votre campagne sur l'accompagnement des PME? L'accompagnement, pas que des PME. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est déjà à son compte, qui crée de la richesse, qu'il est 0 salarié, 10, 50, 100 ou plusieurs milliers. Alors, M. Pagano, vous, le gouvernement, vous en pensez quoi de sa politique? Alors, je vais commencer par dire quand même que, évidemment, il y a quelques divergences avec le programme qui est proposé par le PS. Ceci dit, on est content d'avoir contribué au changement de gouvernement d'équipe. On a contribué avec les voix du Front de Gauche à faire élire Hollande, et on se retrouve quand même dans un certain nombre d'orientations, notamment celles qui permettent un petit peu plus de justice sociale. Donc voilà, ça c'était le premier point que je voulais souligner. La deuxième chose maintenant, sur ce qu'on attend d'une politique gouvernementale, c'est qu'on aille fort sur la justice sociale, fort sur la relance par le pouvoir d'achat. On pense que c'est une question de justice sociale, mais c'est aussi une question d'efficacité économique. Et là, je voulais dire, évidemment, ça ne surprend à personne que je ne sois pas d'accord avec vous, mais sur les questions, par exemple, de taxation des capitaux, il y a quelque chose à faire pour financer dans ce pays des nouvelles politiques. Je vais prendre juste un exemple. Total, qui est un des leaders du CAC 40, qui fait 13-14 milliards de bénéfices par an et qui ne paye pas d'impôt sur les sociétés. Nous, on pense au Front de Gauche qu'il faut rogner des niches fiscales, et qu'il faut utiliser ces financements, par exemple, pour créer des emplois dans les services publics, pour la relance, comme j'ai dit tout à l'heure, des salaires, du pouvoir d'achat, l'augmentation du SMIC, par exemple. Pour nous, c'est à la fois une question de justice sociale, mais d'efficacité économique, parce que on va permettre, avec ce pouvoir d'achat en plus, de relancer la consommation, donc de créer l'activité économique. Alors, M. de Gourdeau, c'est sur Total, quelle est votre position?
par exemple? Total, je crois savoir, sauf erreur de ma part, que Total paye quand même aussi des impôts en France. Bon, quand Total fait 14 milliards de résultats, c'est après impôt. Il en paye à l'étranger, il en paye aussi en France. Et quand Total doit investir 18 milliards, il faut bien qu'il fasse du résultat. Donc le pétrole aujourd'hui, même si on rêve de s'en passer, on ne peut pas s'en passer définitivement. Monsieur Begano? Oui, alors moi ce que je voulais dire quand même, c'est Nicolas Sarkozy disait il y a quelques temps, régulons le capitalisme. Chiche, mais les faits n'ont pas été là. Les faits n'ont pas été là, il y a besoin de... Alors on a proposé quelques mesures, le salaire maximum, il y a un salaire minimum, il peut y avoir un salaire maximum, les réductions de niches fiscales, la taxation. Par exemple, l'UMP a beaucoup parlé de revaloriser le travail. Oui. Mais aujourd'hui, on gagne plus d'argent en étant avec des rentes du capital qu'en étant salarié. On devrait taxer les capitaux au même taux que le travail. Ça serait la vraie justice pour dire on met le travail à égalité avec l'argent qu'on peut générer avec le capital. C'était pas un petit peu l'idée de la TVA sociale? Eh bien non, la TVA sociale, à mon sens, elle ne va pas dans ce sens-là, puisqu'elle frappe, par essence, la TVA, c'est un impôt injuste, parce que quel que soit votre revenu, vous payez en fonction de votre consommation. Donc une petite paye, une petite pension, qui va consommer des produits alimentaires par exemple, va payer une TVA très forte, et si on a un meilleur salaire, ça passe moins douloureusement. Alors si vous avez la majorité, bon, c'est ce que vous allez faire à peu près, mais si vous êtes minoritaire, comment allez-vous agir auprès du gouvernement comme un moyen de pression pour plus de justice sociale? Alors, dans le front de gauche, le Parti communiste, on va consulter nos adhérents le 20 juin pour décider, au regard de la situation politique, de ce qui sera sorti des législatives, c'est-à-dire de la nouvelle majorité de gauche qu'on appelle de nos voeux, et aussi de la place du front de gauche dans cette majorité, si on va ou non au gouvernement. C'est une question qui est ouverte, voilà. Mais dans tous les cas, donc si on y va, ça suppose que les partenaires socialistes aient un petit peu ouvert sur le programme et accédé à un certain nombre de nos demandes. Si on n'y va pas, on sera bien sûr porteur avec nos députés de nos exigences politiques et on fera des propositions de loi, on jouera notre rôle parlementaire, on amendera certains projets, on utilisera notre influence pour que les choses s'améliorent pour les gens. Ma question n'était pas tout à fait celle-ci en fait, elle était plus liée à votre puissance, si vous avez un groupe parlementaire et si le PS a besoin de vous pour pouvoir gouverner. Monsieur Couto-Gourdeau pense que ça peut être inquiétant, c'est ce que vous avez émis tout à l'heure comme idée. Ben, ça risque de ne pas être simple pour le président Hollande. Je pense que le président Hollande aurait plus de facilité à gouverner avec une majorité UMP Nouveau Centre. Ouais. Alors moi j'invite les électeurs à ne pas élire une majorité UMP Nouveau Centre parce que justement je pense que les électeurs ils ont voté pour le changement et on ne voudrait pas vous redonner encore 5 ans pour faire ce que vous avez fait ces 5 dernières années. Sauf mais voilà, après notre rôle à nous c'est simple. Je vais prendre un exemple précis. Au Sénat, on a fait une proposition de loi contre l'interdiction des licenciements boursiers. Voilà. Aujourd'hui, Technicolor Angers ferme et va faire des productions de décodeurs au Vietnam, dans des pays à bas coût salariaux. Voilà. Eh bien, je pense que le rôle des parlementaires du Front de gauche, ça sera de reproposer à l'Assemblée nationale cette proposition de loi contre les licenciements boursiers, de telle sorte que ce genre de pratique ne soit plus possible, qu'on oblige les grands groupes à dire non, l'emploi industriel, il reste en France. Et j'ajouterai même, on proposera une deuxième proposition de loi de taxe sur les productions délocalisables pour inciter à la relocalisation des productions, parce que sinon, voilà, qu'est-ce qui nous reste comme option? C'est un peu le sens de votre courrier à Montebourg. Voilà, moi j'ai été le premier à proposer, à propos justement de l'affaire Technicolor, l'idée d'un moratoire. Je préfère l'idée d'un moratoire à l'interdiction des licenciements boursiers. Il y a un moment donné, quand les marchés évoluent, il vaut mieux, à mon avis, plutôt que de bloquer l'entreprise en interdisant de licencier, il faut mieux la bloquer en lui demandant de restructurer, réorienter ses ateliers vers des produits peut-être même sur un marché que Technicolor n'exploite pas, mais sur des produits qui sont à bonne valeur ajoutée, avec des machines qui fonctionnent, des ateliers qui sont en ordre de marche, avec du personnel qui a un vrai savoir-faire,
Et ce moratoire, je l'avais proposé à Nicolas Sarkozy, bon, qui n'a pas pu continuer puisqu'il de toute façon il n'est plus président, et je l'ai donc envoyé à M. Montebourg, et moi j'attends ce retour. Donc vous êtes d'accord? Je pense qu'on est après, il faut trouver la forme, mais là-dessus, moi aussi, il faut arrêter de détruire les entreprises. À une époque où, de toute façon, on recycle tout, je pense qu'il faut recycler les entreprises, réorienter les productions, mais pas détruire les entreprises. C'est beaucoup plus difficile de créer une entreprise et de la faire grimper que de pas la reprise d'entreprise pour licencier, consommer l'actif et licencier fermer au bout de 3 ans. Non, réorienter l'entreprise sur un marché qui fonctionne. On a des vrais savoir-faire en France et on ne peut pas les laisser tomber comme ça. On peut être d'accord verbalement sur ce débat. Il n'empêche que pendant 5 ans de gouvernement Sarkozy, il n'y a rien qui a été fait de ce point de vue. Et donc moi je pense que quand je dis qu'un de mes slogans de campagne c'est de dire faire réussir la gauche, je pense que maintenant la gauche elle doit réussir en prenant ce type de mesures, parce que ça fait des dizaines de milliers d'emplois qui risquent d'être supprimés dans les mois à venir. On ne peut pas laisser faire sans rien dire. Et je rajoute quand même que l'UMP a été très sensible pendant ces 5 ans de gouvernement aux revendications du MEDEF, de dire attention, notre compétitivité, etc. Mais bon, en Europe, on a des pays comme la Roumanie où il y a des salaires à 200 €. Alors est-ce qu'on prend des mesures pour abaisser le SMIC à 200 € dans ce pays, ou alors est-ce qu'au contraire on prend des mesures de régulation économique pour empêcher que notre pays soit soumis à la concurrence des pays à bas coûts salariaux? Évidemment, je porte plutôt l'augmentation du SMIC et des régulations économiques que de dire on n'est jamais compétitif et il faut abaisser les salaires. Indépendamment du coût du travail, il y a aussi la lourdeur administrative pour travailler, c'est-à-dire qu'il y a quand même ce code du travail en France qui est hyper lourd, mais je précise bien, indépendamment des conditions d'hygiène, sécurité et des conditions de travail. Mais il y a des spécificités dans les entreprises. Moi, je suis pour les accords d'entreprise qui pourraient primer sur le code du travail, à partir du moment où les partenaires sont d'accord dans l'entreprise. Parce que quand une entreprise a une activité ultra saisonnière, il y a des choses qu'on ne peut pas respecter. Quand on fait 12% du chiffre d'affaires de l'année en 4 jours, on ne peut pas respecter le repos quotidien, même dérogatoire de 9 heures. Ça peut arriver qu'on termine sur 4 jours d'affilée, minuit, 1 h du matin, de travailler et recommencer à 7 h le matin. Alors je suis sûr que M. Béganet, vous avez un truc à dire sur le code du travail. Oui, alors moi je suis pour qu'on protège quand même les salariés de manière forte. Alors je dois dire qu'il y a eu plusieurs choses qui ne sont pas allées sur la dernière période. Le non-respect de la protection des délégués syndicaux, et puis d'une manière générale, donc qui ne permet pas... il y a besoin de droits nouveaux pour les salariés à l'entreprise, pour qu'ils puissent, j'allais dire entre guillemets, co-gérer l'entreprise avec leur patron à l'égard de ce qui se fait par exemple dans les scopes. Et puis j'allais dire, voilà, il faut aussi qu'on protège plus. Alors j'entends que dans certaines PME, nous, au Parti communiste, on a une politique un peu différenciée, c'est-à-dire qu'on pense que les PME, il faut les aider, notamment par rapport à l'accès au crédit grâce à un pôle public bancaire qui donne du crédit à faible taux, qui ait de la souplesse, pourquoi pas, mais dans le même temps, il faut protéger contre les abus. Et par exemple, on fait une proposition précise au Front de gauche, on propose le plafonnement des CDD à 5% des effectifs des grandes entreprises, et on propose par contre que ce soit 10% dans les petites entreprises, pour lesquelles il y a un peu plus de souplesse à avoir. Mais dans un certain nombre de cas, il y a eu tellement d'abus qu'on pense qu'il faut quand même protéger les salariés et leur donner aussi plus de droits. Alors on a l'impression que souvent le Front de gauche ou le Parti communiste en fait s'adresse aux grandes entreprises, alors que le tissu français est fait souvent de TPE et de PME. Je crois que j'ai répondu un petit peu en disant accès au crédit de manière plus souple via le pôle public bancaire. Et puis il y a une deuxième mesure qu'on propose aussi par rapport aux petites entreprises, c'est de moduler les impôts, les taxes sur les sociétés, etc. en fonction de la politique de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en gros, une entreprise, une PME qui va, mais ça peut être valable aussi pour une grande entreprise, qui va investir beaucoup, qui va créer des emplois, celle-là elle sera favorisée par une modulation à la baisse de ses impositions, alors qu'au contraire, une entreprise qui va mettre beaucoup d'argent dans les dividendes aux actionnaires, celle-là, il faut la taxer plus fortement pour l'inciter plutôt à investir et à créer de l'emploi.
Oui, enfin les investissements, c'est déjà le cas au niveau de la fiscalité des entreprises. Je dirais que quand on investit, on déduit, on amortit et donc on déduit de ces résultats. Mais en ce qui concerne le travail, ce qui est important, c'est quand même de faire en sorte que de vraiment libérer tout ça, de permettre. Moi, je ne parle pas que des PME, je parle de tous ceux qui travaillent à leur compte, qu'ils aient 0 salarié ou qu'ils en aient plus de 1000. Il est important, tous ces gens-là créent la richesse qui nous permet de financer tout notre système derrière social qui part de la petite enfance jusqu'à la dépendance des personnes âgées et jusqu'à nos retraites et jusqu'au financement de tout le système de santé. Donc c'est important que tout ce travail qui donne du pouvoir d'achat, pas via l'impôt, parce que créer des emplois publics, c'est aussi donner du pouvoir d'achat via l'impôt du contribuable. Donc là, c'est création de richesse avec du travail. Au bout de ce travail-là, il y a forcément de l'emploi. Je pense qu'il faut éviter de donner trop de contraintes aux gens qui embauchent, parce que avec trop de contraintes, on a constaté qu'ils n'embauchent pas. Passer les seuils, il ne devrait plus y avoir aujourd'hui de seuils, même les seuils sociaux. On peut imaginer que de 0 à 10 salariés, à partir du 5e, on pourrait avoir un délégué du personnel. On serait habitué au moins à discuter avec l'employeur. Bon, un délégué du personnel, pas avec les mêmes vacations que dans une entreprise où il y a 500 ou 1000 ou 2000 salariés, évidemment. Et ainsi de suite, ce qui fait qu'une entreprise entre 25 et 30 salariés aurait 3 délégués du personnel. Et ce qui fait que le seuil, passer le cap des 50, passer de 49 ça se ferait forcément en douceur. Et lisser aussi les contraintes dans le temps. Parce que bon, on peut passer sur une période, on peut passer le cap des 50 salariés, et puis pour des raisons de commande, revenir à moins de 50 salariés. Je crois que ce qui est important, c'est le travail qui crée l'emploi, et tout ce qui peut générer du travail, il faut le faciliter, et forcément, à un moment donné, l'employeur, il garde l'employé qui est compétent chez lui, évidemment. Alors, donc là, on a parlé du législateur au Parlement. Maintenant, un député aussi, un relais local. D'abord, je tiens à souligner une chose, c'est que le député, ce n'est pas l'aménageur du territoire. Et le député, il n'a pas de pouvoir, c'est d'abord avant tout un législateur, mais il n'a pas de pouvoir sur les élus locaux. Moi, je me sens responsable de l'aménagement de mon territoire, de notre territoire, en tant que maire, avec mes collègues maires, en tant que président de communauté de communes, avec mes collègues présidents de communauté de communes, en travaillant avec les conseillers généraux pour signer des conventions avec le conseil général, en travaillant avec les conseillers régionaux pour signer les contrats territoriaux avec la région qui est responsable du développement économique du territoire. Mais en aucun cas, alors le député, évidemment qu'il peut accompagner, et moi je cherche à accompagner tout ce qui peut générer et créer du travail. On peut aussi avoir quelques idées qui aboutissent ou qui n'aboutissent pas, mais moi je propose là qu'on crée dans notre territoire, autour de nos musées, il y a le musée des Blindés à Saumur, les musées de Parcé-les-Pins, de Baugé, de Beaufort, et le musée régional de l'air où il y a tout le patrimoine aéronautique mondial qui est là. Créer une université des métiers, un conservatoire des savoir-faire, qui permettrait aussi d'accueillir beaucoup d'apprentis ou de gens en alternance, puisque dans ces musées, il y a tous les métiers pour l'entretien des collections ou pour la reconstruction d'objets de collection. Je n'abandonne pas mon idée de circuit vert, un circuit dévolu aux énergies nouvelles, puisque aujourd'hui on commence à travailler aussi à faire des compétitions avec des voitures électriques ou des motos électriques, et que les circuits sont saturés, et continuer alors, il faut travailler sur le territoire, c'est la mobilité. Moi, je le fais dans ma commune, mais je veux inciter aussi mes collègues à le faire dans leur commune. Il faut développer le logement meublé, parce que ça permet aussi, il y a des gens qui trouvent un apprentissage ou qui trouvent une formation en alternance en milieu rural, de se loger et pas avoir à faire tous les jours 40 ou 50 km pour aller se former, et puis continuer à développer les groupements d'employeurs. Ça, c'est une bonne chose. Et le groupement d'employeurs, c'est aussi la meilleure preuve que c'est bien le travail qui crée l'emploi. En un an, entre mars 2011 et mars 2012, moi j'ai signé 11 CDI dans notre groupement.
sans faire de bruit, mais ça permet de... Alors soigner aussi les transports transversaux, et puis tout ce qui touche au maintien à domicile. Monsieur Pagano, vous, quelle est votre position sur le député dans son rôle local? Alors je vais dire, comme Monsieur Taugourdeau, on sera au moins d'accord sur cette chose-là, c'est qu'il y a besoin de clarification en politique, et effectivement le rôle du député c'est de faire des lois, et donc on n'est pas forcément dans le dossier local. Alors, pas directement. Pas directement. Il Après, arrive souvent qu'il y ait une incidence en fait, il y a souvent besoin. En mettant du bon sens dans la loi, ça peut aider le terrain quand même. Voilà. C'est-à-dire que moi, quand j'ai sollicité le G20 agricole, quand j'ai proposé l'idée du G20 agricole au président de la République, et ça s'est passé en juin 2011, c'est historique, c'est la première fois que 20 ministres de l'Agriculture se sont réunis pour parler du problème de comment nourrir 9 milliards d'habitants en 2050, avec des gens qui ont le droit de vivre de leur travail quand on leur demande de nourrir 9 milliards d'habitants. Voilà, donc ça aide au moins à l'agriculture. Voilà, enfin moi je veux être très clair vis-à-vis des électeurs. Voilà, si je suis élu député, j'aurais pas forcément pris sur certains dossiers locaux, parce que je ne suis pas maire, parce que je ne suis pas président de communauté de communes, etc. etc. Après évidemment qu'on utilise notre poids, notre crédibilité de député pour faire avancer quelques dossiers, voire donner un coup de main, il n'y a pas de souci. Mais je pense que la compétence première, il faut que ce soit clair pour les électeurs, c'est la compétence du législateur, et donc dans les propositions que j'ai faites, moi, il y en a quelques-unes qui me paraissent très adaptées à notre circonscription. Par exemple, sur la relance économique par l'augmentation du pouvoir d'achat, puisque dans le Maine-et-Loire, on est dans des endroits où il y a beaucoup de bas salaires, et donc de bas salaires, de petites pensions agricoles, d'ailleurs que l'UMP avait proposé d'augmenter, qui n'a pas augmenté autant qu'elle a augmenté un peu, je concède ça, mais qui n'a pas augmenté autant que les promesses électorales. Donc relance du pouvoir d'achat, ça c'est clair comme majorité gouvernementale, comme majorité parlementaire, pardon. Deuxième chose dont j'ai parlé tout à l'heure, on est dans une circonscription qui est quand même très rurale, avec du travail saisonnier. Ce travail saisonnier, il s'ajoute à la précarité ordinaire, j'allais dire malheureusement, et donc le plafonnement des CDD, ça c'est une mesure qui est importante à mon sens dans la troisième circonscription, et un meilleur statut pour les travailleurs saisonniers. Donc ce que vous dites par rapport au groupement d'emploi, ça peut être une solution si ça permet de passer des CDD en CDI, et ça aussi, on peut être d'accord là-dessus. Et maintenant, pour être sur un dossier qui peut avoir une composante aussi très locale, moi dans ma commune, je me bats pour défendre le cinéma associatif, dans le milieu rural. Je sais qu'à Beaufort-en-Vallée aussi, c'est la même association d'ailleurs qui est de nature départementale, le cinéma est menacé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Toutes les aides publiques pour passer le cinéma de l'argentique au numérique, c'est pour les grands groupes indépendants ou grands groupes pas indépendants, et il n'y a aucune aide qui est possible pour les petits cinémas ruraux qui existent encore. Voilà. Et moi, si j'étais élu député, je me battrais pour qu'on aide au développement des cinémas dans le milieu rural. Je regrette d'ailleurs que votre suppléante ne me soutient pas beaucoup sur ce projet, mais bon, après c'est elle. Voilà, j'espère que, quel que soit le résultat des élections, on réussira à avancer sur ce point-là. D'autant plus que je n'ai pas l'intention de perdre le cinéma à Beaufort-en-Vallée. D'accord, comme votre place de député, j'imagine. Ah ben non. Donc on est dans une logique, là en fait, il est probable, Monsieur Taugourdeau, que vous soyez au second tour. Si ce n'était pas le cas, à qui apporteriez-vous votre soutien? Vas-y. Je n'imagine pas ne pas être au deuxième tour. Et vous, Monsieur Pagano? Eh bien écoutez, moi je pense que c'est clair. Si je ne suis pas au deuxième tour, j'apporterai mon soutien au candidat de la gauche le mieux placé. C'est la tradition qu'on a entre partis de gauche, et mon objectif c'est de faire en sorte que la gauche réussisse, donc qu'il y ait une majorité parlementaire. Et j'espère être partie de ces qualifiés, parce que je pense qu'on a un rôle spécifique à jouer dans la gauche pour qu'elle soit diverse au Parlement.